Bonjour à tous. Je suis Solène Fresco. J'ai réalisé ma thèse dans l'UMR Gabi. C'était une thèse CIFRE avec Eliance, la Fédération des entreprises de conseil et services en élevage. Et j'ai travaillé sur le développement d'une sélection génétique pour réduire les émissions de méthane entérique des bovins laitiers français. Donc pour commencer, un peu de contextualisation de la thèse. On est dans un contexte de changement climatique. Je pense que les derniers jours ont été assez révélateurs. Et le méthane est un gaz qui contribue à ce changement climatique. C'est un gaz qui a un pouvoir réchauffant qui est 28 fois supérieur au CO2. Il a la propriété de se dégrader en une dizaine d'années dans l'atmosphère, ce qui signifie que si l'on diminue les émissions de méthane aujourd'hui, dans 10 ans, on aura diminué la quantité totale de méthane dans l'atmosphère, ce qui en fait une cible de choix pour avoir un effet à moyen terme. Et enfin, le méthane est aussi le premier gaz à effet de serre émis par le secteur agricole français. Les bovins contribuent à ces émissions de méthane. Donc si on s'intéresse aux émissions de méthane anthropogéniques, c'est-à-dire liées aux activités humaines, une grande partie d'entre elles sont liées au secteur agricole, parmi lesquelles on retrouve principalement la fermentation entérique comme contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, et ce sont principalement les bovins qui contribuent à cette fermentation entérique. Il existe différents leviers pour réduire les émissions de méthane des bovins. On peut retrouver notamment le levier de l'alimentation, par exemple, avec le ratio de fibres, la proportion de fibres dans la ration. On retrouve aussi le levier des additifs alimentaires. On a des leviers relatifs à la gestion du troupeau qui vont avoir comme objectif de limiter les pertes et périodes improductives. Et enfin, on a le levier de la génétique, qui est le levier sur lequel j'ai principalement travaillé durant ma thèse. Donc pour faire de la génétique, on a besoin d'un grand nombre de données pour pouvoir réaliser des analyses robustes et précises. Et donc dans le cadre de ma thèse, j'ai essayé de répondre donc à la problématique suivante. Peut-on sélectionner des vaches laitières émettant moins de méthane? Donc ma thèse, elle était réalisée conjointement avec un projet de recherche plus large, un projet de recherche qui s'appelle Métabride, qui a été financé par Apigène et qui regroupait 3 partenaires scientifiques, donc Eliance, INRAE et l'Institut d'élevage. Donc pour commencer, la première étape de ma thèse a été en fait l'analyse de données expérimentales. Donc c'était des données collectées dans la ferme, dans l'unité expérimentale INRAE en Normandie, qui s'appelle donc Le Pin. Et j'ai obtenu donc des données de 107 vaches qui ont été phénotypées tout au long de leur lactation pour différents caractères, donc par exemple la production laitière ou encore l'ingestion. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était surtout principalement les émissions de méthane qui ont été phénotypées grâce à un outil qu'on appelle le GreenFeed que vous voyez ici en photo. Et donc j'ai obtenu toute une diversité de résultats à partir de ces données, mais celui que je voulais présenter particulièrement aujourd'hui, c'est la variabilité des émissions de méthane au cours de la journée. Vous avez ici un graphique avec l'émission moyenne du troupeau pour chaque heure de la journée. Et vous voyez donc qu'il y a des variations qui sont liées au rythme alimentaire de l'animal, puisque les émissions de méthane augmentent fortement après une prise alimentaire. Et cette prise alimentaire est elle-même liée au rythme de distribution de l'aliment. Et donc, on voit bien que lors des périodes d'alimentation, on a des émissions de méthane plus élevées que juste avant ces périodes d'alimentation. Et donc, si on combine les informations suivantes, donc le fait que les émissions de méthane varient au cours de la journée, que l'outil de mesure qu'on utilise réalise des mesures ponctuelles qui durent entre 3 à 5 minutes, eh bien, on aboutit au fait que ces mesures ponctuelles ne sont pas forcément représentatives de l'émission réelle de l'animal en fonction de l'heure à laquelle l'animal va visiter le greenfield. Et donc, les recommandations quand on utilise ce type d'outil, c'est de répéter les mesures. Et en général, on réalise des moyennes de 20 mesures sur environ 2 semaines. Simplement, dans ma situation, j'ai fait face à une difficulté qui était l'inégalité de la fréquence de visite selon les vaches. Et donc, je n'atteignais pas forcément 20 mesures sur 2 semaines. Et donc, je me suis retrouvée face à une situation où il était compliqué de conserver toutes les données en respectant cette recommandation. Et j'ai alors proposé une solution qui consiste à précorriger chacune des mesures pour l'effet de l'heure de la journée qui est propre à la ferme en utilisant un modèle linéaire.
Donc ça, c'est une méthodologie qui est reprise aujourd'hui par d'autres, excusez-moi, par d'autres équipes de recherche. Donc ces données expérimentales, elles ont été essentielles pour vraiment comprendre la nature des émissions de méthane, mais comme je vous l'ai expliqué en introduction, pour faire des analyses génétiques, on a besoin d'un grand nombre de données, et les méthodes de mesure directes à notre disposition aujourd'hui ne permettent pas un phénotypage à grande échelle, ou alors difficilement. Et donc, dans le cadre de la thèse, on s'est orienté plutôt sur l'utilisation d'un proxy, c'est-à-dire qu'on a en fait prédit les émissions de méthane des vaches à partir des spectres moyens infrarouges de leur lait. Donc pourquoi utiliser les spectres moyens infrarouges du lait? Déjà, il en existe un très grand nombre, puisqu'on collecte environ 15 millions de spectres par an pour 2 millions de vaches. Il existe un historique mobilisable. Ils sont standardisés et stockés, et ils sont disponibles à un faible coût marginal. Donc, tout cela combiné fait qu'ils sont extrêmement intéressants pour pouvoir obtenir des prédictions à très grande échelle. Donc rapidement, pour vous expliquer comment fonctionne la prédiction des émissions de méthane, parce qu'il y a bien sûr pas de méthane dans le lait. Donc en fait, on va utiliser une population qu'on va appeler de calibration, pour laquelle on dispose à la fois des spectromires du lait et d'un méthane mesuré avec un outil de référence, dans notre cas le GreenFeed, et on va en fait estimer chacun des coefficients à associer aux longueurs d'onde du spectromire en utilisant la méthode PLS. Donc on peut estimer la qualité de prédiction de notre équation en utilisant différents critères. Et nous, on s'est particulièrement intéressé donc au R2, qui va juger la capacité à prédire la variation entre les individus, et à l'écart type d'erreur, qui lui juge la différence entre la valeur vraie et la prédiction. Et ensuite, on réalise une deuxième étape qu'on appelle validation. On va utiliser une nouvelle population, donc avec des individus différents de la population de calibration, et on va cette fois, en fait, associer les coefficients qu'on a estimés à l'étape de calibration à chacune des longueurs d'onde de nos nouveaux spectromires, ce qui nous permet d'obtenir un méthane prédit que l'on pourra comparer avec le méthane réellement mesuré sur ces animaux. Et on va pouvoir obtenir un R2 et un écart type d'erreur de validation. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai développé plusieurs équations de prédiction dont l'objectif était de comparer différentes approches pour agréger des données méthane en tenant compte de leur nature. Donc, comme elles étaient collectées avec des green feeds, il fallait tenir compte des variations journalières, de la courte durée des mesures et du besoin de les répéter. Donc j'ai développé, dans la littérature, la méthode de référence que l'on retrouve pour utiliser ce type de données, c'est de réaliser des moyennes sur 2 semaines de données brutes, à condition d'avoir un minimum de 20 visites. Quand j'applique cette méthode, j'obtiens un R2 en validation de 0,28 et un écart type d'erreur de 63 grammes par jour. J'ai ensuite proposé différentes pistes d'amélioration, parmi lesquelles 2 sont prometteuses. Donc on retrouve l'utilisation de la précorrection des données brutes pour l'effet de l'heure de la journée intraferme, que je vous ai présenté juste avant, ce qui permet de réduire l'écart type d'erreur. Et une fois qu'on applique cette précorrection, on va en fait pouvoir utiliser toutes les données sans avoir besoin de restreindre à un minimum de 20 visites. Dans ce cas-là, on améliore le R2 et on réduit l'écart type d'erreur. Donc finalement, à l'étape de validation, la meilleure équation que j'ai obtenue, c'est celle basée sur des moyennes de méthane sur 2 semaines de données pré-corrigées sans aucune restriction. Et j'obtiens à cette étape-là un R2 de 0,36 et un écart type d'erreur de 57 grammes par jour. Donc ensuite, pour des questions de temps, je ne vais pas pouvoir vous présenter toutes les étapes, notamment tout ce qui est l'estimation des paramètres génétiques, mais je voulais quand même vous présenter ici la valeur d'héritabilité qu'on a pu obtenir pour les émissions de méthane en grammes par jour prédites à partir des spectromères du lait, qui est de 0,40, donc c'est un caractère qui est fortement héritable, ce qui est intéressant donc pour la sélection. Et je vais vous présenter maintenant plus en détail les résultats de l'évaluation génomique. Donc je vais vous présenter les résultats en race Montbéliarde. Donc la première chose qu'on a fait, c'est regarder la distribution des index, donc des valeurs génétiques estimées de nos animaux. Je me suis intéressée en particulier à 2 groupes, les mâles génotypés avec descendance phénotypée, qui sont les mâles d'IA déjà utilisés, et les jeunes mâles génotypés, qui sont les futurs candidats pour être des taureaux d'IA. Donc vous avez ici représenté la différence d'émissions estimée entre des taureaux qui ont un index de -1, c'est-à-dire qui ont un potentiel génétique inférieur à la moyenne, et des taureaux qui ont un potentiel génétique supérieur à la moyenne, donc un index de 1.
Et on voit que la différence entre ces deux groupes d'individus est de 28 grammes par jour, ce qui représente environ 7% de l'émission moyenne de la population. Donc on a bien une variabilité dans les index de nos animaux. Et on a en particulier des taureaux avec des index positifs, donc des taureaux qui sont améliorateurs, en particulier chez les jeunes mâles génotypés, donc ce qui est essentiel pour pouvoir envisager une future sélection. Le deuxième paramètre auquel on s'intéresse lorsqu'on fait une évaluation génétique, c'est la précision des index, c'est-à-dire à quel point les index que l'on a estimés sont fiables. Donc cette précision, elle varie entre 0 et 1. Donc on peut voir que pour les mâles génotypés avec descendance phénotypée, on est sur une précision très élevée, ce qui était attendu puisqu'ils disposent à la fois d'informations génomiques, mais aussi des performances de toutes leurs filles. Pour ce qui est des jeunes mâles génotypés pour lesquels on ne dispose que de l'information génomique, on est évidemment sur des précisions plus faibles, mais qui restent toutefois cependantes pour déployer en routine cette évaluation. Enfin, les derniers résultats que je voulais vous présenter à propos de ma thèse sont les scénarios de réponse à la sélection. Donc l'objectif ici, il était double. Donc le premier, c'était d'estimer les conséquences de la sélection actuelle sur les émissions de méthane et d'estimer le progrès génétique des caractères actuellement en sélection, sous la contrainte d'une sélection pour réduire les émissions de méthane en grammes par jour de 1% par an. Donc pour ce faire, j'ai utilisé l'objectif de sélection actuellement utilisé en race Montbéliarde, donc que j'ai simplifié, mais on retrouve toutefois les 4 grandes catégories de caractères et les réelles proportions qui sont aujourd'hui dans l'objectif, donc la production laitière, la santé de la mamelle, la fertilité, la morphologie. Et donc ce sera notre scénario de référence auquel on pourra comparer les scénarios alternatifs. Donc ce scénario de référence, il nous permet d'obtenir un progrès génétique de 100% sur les groupes de caractères actuellement dans le scénario. Donc c'est vraiment notre base, tout sera comparé à cette base du progrès génétique aujourd'hui réalisé pour la production laitière, la santé, la fertilité, la morphologie. Notre scénario actuel, comme vous pouvez le voir, il résulte en un progrès génétique négatif sur les émissions de méthane, c'est-à-dire que l'objectif de sélection actuel dégrade les émissions de méthane de notre population. Donc on a une augmentation des émissions de méthane en grammes par jour. Qu'on peut comparer à ce scénario de référence le scénario dans lequel on atteint moins 1% d'émissions de méthane par an. Donc on peut voir que cette fois, on atteint 100% du progrès génétique sur le méthane, puisque c'est notre objectif. Toutefois, ce progrès n'est possible qu'au prix d'un ralentissement du progrès génétique sur les autres caractères. Donc, par exemple, sur la production laitière, on a toujours un progrès génétique, il est toutefois plus faible. On est seulement à 65-70% du progrès réalisé dans le scénario référence. Et donc, on voit que les deux groupes de caractères les plus impactés sont la production laitière et la fertilité, qui sont deux caractères qui ont une importance économique forte pour les éleveurs, au contraire du méthane qui aujourd'hui n'a pas de valeur économique. Et donc on peut comprendre que ce type de scénario n'est pas forcément envisageable par la profession. C'est pourquoi j'ai proposé un troisième scénario dans lequel ma contrainte était de garantir 90% du progrès actuel sur les caractères déjà en sélection aujourd'hui, donc la production, la santé, la fertilité, la morphologie. Et on voit que dans ce cas-là, on a un progrès génétique sur le méthane. Donc on réduit les émissions de méthane de 1,55 grammes par jour, soit 0,38% de réduction des émissions de méthane par an. Et donc pour conclure, dans ma thèse, au cours de ma thèse, donc on a pu montrer qu'il était possible de prédire les émissions de méthane d'un individu à partir des spectromères de son lait, ce qui nous permet d'obtenir une grande quantité de données pour pouvoir développer une évaluation génétique robuste. On a toutefois conscience de la marge d'amélioration potentielle de nos équations de prédiction. On a aussi vu qu'il était techniquement possible de sélectionner pour réduire les émissions de méthane des vaches laitières, avec donc les paramètres génétiques qui sont favorables, donc en termes d'héritabilité et d'écart type génétique. Les corrélations génétiques avec les caractères qui sont déjà aujourd'hui en sélection ne sont que très légèrement défavorables, ce qui laisse une marge pour pouvoir sélectionner tous ces caractères simultanément. On a vu qu'il existait une variabilité des index et des jeunes taureaux améliorateurs. Et donc la sélection pour réduire les émissions de méthane
est possible, mais elle ralentit le progrès sur les autres caractères en sélection, notamment les caractères de production et de fertilité. Et donc se pose la question de l'acceptabilité de la mise en place d'une telle sélection et la définition des caractères prioritaires sur lesquels on ne concédera pas de progrès génétique. Et enfin, donc tout ça ne peut se faire qu'en interaction avec la filière et la rémunération, une rémunération de la sélection des émissions de méthane. Je vous remercie de votre attention. Ben, merci pour cet exposé extrêmement clair et très intéressant. Je ne vois pas de questions. Alors, si, il y a une question. Euh, Depuis la publication de ces résultats, la filière a-t-elle engagé des réflexions pour prioriser les objectifs de sélection? Euh, En toute honnêteté, je ne sais pas. L'évaluation génétique est déployée, elle est aujourd'hui disponible, elle est fonctionnelle. Donc, si les entreprises de sélection ou les organismes de sélection souhaitent avoir accès à ces informations, c'est possible. Après, les réflexions pour prioriser les objectifs de sélection, c'est propre à chaque organisme de sélection et donc chacun avance à son rythme. Et aujourd'hui, je ne sais pas où en est la situation. Je ne vois pas d'autres questions, mais j'en aurais une concernant la prédiction à partir des spectres MIR. J'ai vu que le R2 était de 0,36, sauf erreur de ma Oui. part. Bon, par rapport à ma thématique de recherche, je trouve ce R2 faible. Euh, Ouais. alors du coup, je me pose des questions. Avec un R2 aussi bas, est-ce que c'est, comment dire, en génétique, est-ce que ça pose pas de problème? Quelles sont les limites finalement de tout le travail qui a été présenté après? En fait, certes, le R2 est assez plus faible que ce qu'on aurait espéré, évidemment. Nous, on était quand même plutôt satisfaits sur la partie écartite d'erreur, où on se retrouve quand même, où l'écartite d'erreur est très proche de ce qu'on peut retrouver dans la littérature sur des équations similaires, donc ça c'est satisfaisant. Euh, Après, dans une optique de conseil, cette équation, je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment robuste, mais dans une optique de génétique, où en fait, on va avoir une énorme quantité de données, si finalement, en fait, il faut voir que chaque vache a plusieurs spectromières par lactation et elle fait plusieurs lactations. Donc, bien sûr, les vaches qui sont au contrôle laitier. Donc finalement, c'est cette accumulation de données qui euh, renforce la capacité à utiliser ces prédictions. Oui, donc la faiblesse de R2 est compensée par un très très grand nombre de données. Voilà. Voilà. Ok.